Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur? Oh putain, c'est essentiel. Pour faire suite au précédent épisode, aujourd'hui on va s'intéresser aux stratégies de chasse des araignées. J'espère bien qu'il y a 2-3 petits trucs qui vont vous surprendre. Yo, science. What is that all about? Les araignées disposent de tout un arsenal qui leur permet d'être d'excellentes prédatrices, ce qui ne les empêche pas de consommer des spores de champignons ou du pollen. On connaît même une espèce qui est majoritairement végétarienne, on en reparlera une autre fois. On ne va pas passer en revue tout l'équipement dont elles disposent, on va simplement s'intéresser à leur venin qui est principalement neurotoxique. En gros, ça sert à paralyser la proie dans laquelle elles injectent des sucs digestifs. Les araignées pratiquent quelque chose de très rare dans le monde animal, la digestion externe. La suite n'est que Pom Pot Style, le suremballage en moins. Mais bon, le véritable atout des araignées, c'est quand même sa capacité à tisser de la soie. Vous n'êtes pas sans savoir que la soie possède des propriétés mécaniques exceptionnelles. Ça aussi, on en reparlera une autre fois dans un épisode dédié à la biomimétique. Elles ont à disposition différents types de soie qu'elles combinent en fonction de leurs besoins. Les fils d'un cocon ne sont pas forcément les mêmes que ceux d'une toile. À l'inverse, un même type de fil peut présenter différents usages. Par exemple, sur la même base que le fil de sécurité, les jeunes de certaines espèces tissent un fil qui leur permet de voyager au gré du vent, et ce sur plusieurs kilomètres. Bon, pour faire simple, on pourrait presque considérer tous les équipements de base des araignées comme une liste d'ingrédients. Et que ces ingrédients, via les processus évolutifs et du temps, ont été testés, dosés et mélangés de différentes manières et au hasard. Seules les recettes les plus viables ont été et sont encore sélectionnées, ce qui correspond aux stratégies de chasse qu'on peut observer. Et je vous propose d'en découvrir quelques-unes. Dans leur jeunesse, ces araignées creusent une loge tubulaire, grâce à une râpe située à la base de leur chélicère. Elles consolident leur loge grâce à une soie peu collante, et elles fabriquent aussi une porte, en agglomérant les différents éléments du terrain alentour. Du coup, leur abri, c'est aussi un piège. Pour se nourrir, elles se positionnent aux abords de leur trappe, à peine entrouverte, et dès qu'une proie passe à côté, rapide comme l'éclair, elles se jettent sur leur proie. Du coup, le petit grillon qui flâne, il est bien déçu. Vous connaissez peut-être cette araignée dite araignée bolas. Il en existe plusieurs espèces, et sa technique consiste à tisser un fil qui se termine par une masse collante. Le principe est simple, elles font tournoyer leur piège à toute vitesse dans les airs. On aurait vite fait de s'arrêter à la mécanique du piège qui est en soi assez surprenante, notamment parce qu'elle nous rappelle certaines armes humaines. Alors que le véritable secret du piège est chimique. Lorsqu'elles passent en mode chasse, ces araignées ouvrent leurs pattes antérieures et émettent une substance chimique volatile qui copie les phéromones sexuels de certains papillons de nuit. Attention, là on parle de vraies copies, on n'est pas sur de la contrefaçon dégueulasse. Devant tant de promesses lubriques, les papillons ne peuvent résister à la tentation. Leur présence, trahie par les mouvements d'air qu'ils génèrent avec leurs ailes, déclenche le comportement de rotation du piège de l'araignée. Imaginez le papillon, il est chaud comme la braise, il pense trouver une femelle. Il est bien déçu. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est que la plupart de ces araignées sont capables de copier les phéromones sexuels de différentes espèces de papillons. Prenons un exemple pour que ça soit plus clair. Si l'espèce de papillon numéro 1 est active de 20h à 23h, alors l'araignée va émettre les phéromones sexuels de l'espèce numéro 1. Puis quand la période d'activité de l'espèce numéro 2 commence, par exemple de 23h à 2h du matin, alors à ce moment-là, l'araignée change de copie de phéromone et passe sur la phéromone sexuelle du papillon de l'espèce numéro 2. Même si on comprend assez bien comment elles font, c'est-à-dire qu'elles modifient le ratio, le mélange des composés chimiques qu'elles émettent, on ne comprend pas encore tout à fait très bien ce qui déclenche le changement de copie. Les araignées dites gladiateurs, et vous allez comprendre pourquoi. Elles fabriquent une toute petite toile via un filage bien particulier qui lui confère une très grande élasticité. Le petit truc sympa, c'est que malgré leur bonne vision, ces araignées mesurent physiquement la distance qui les sépare du sol. Vous avez vu, vraiment, elles vont toucher le sol avec leurs pattes. Ensuite, elle se met en position, elle tend bien son filet entre ses 4 pattes de devant et se met à l'affût. Du coup, le petit grillon, il a même pas le temps d'être déçu. Mais il est bien secoué. Si les dolomèdes chassent préférentiellement des petits poissons, des batraciens et autres insectes aquatiques, le petit poisson il fait des bulles, puis il est bien déçu. Les argyronètes poussent le bouchon encore plus loin en vivant carrément sous l'eau. Avec l'aide de quelques fils de soie, elles se concoctent une bulle d'air sous l'eau. Point d'ancrage direct avec leur lieu de chasse. C'est dingue. Ensuite, on a les araignées qui tissent des toiles à proprement parler. Les toiles irrégulières qui elles regroupent un nombre... Il y en a plein. Il y a même aussi les toiles cathédrales qui sont fabriquées par les araignées sociales. Là aussi, on en reparlera dans un épisode dédié aux sociétés. Non, les toiles qui vont nous intéresser, c'est le deuxième type, c'est les toiles géométriques. Elles sont fabriquées majoritairement par les orbitelles. Au passage, le mot orbitel n'a aucune valeur scientifique au même titre que le mot race. Mais ça aussi, on en reparlera. Bref, l'idée est simple, construire une sorte de filet qui s'organise à peu près comme ceci. Ensuite, soit l'araignée se met au centre de sa toile,
soit elle se met sur le côté, bien cachée, mais elle est reliée à son piège grâce à un fil avertisseur. Dans les deux cas, elle recueille toutes les vibrations de la toile, et elle est capable d'estimer avec une précision assez hallucinante la taille, la nature et même la position de la proie. La plupart de ces toiles dites géométriques disposent d'une spirale collante. Et du coup, pour que le piège reste efficace, ces araignées, elles détruisent et elles refabriquent leur toile très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Alors refaire sa toile tous les jours, c'est quand même une grosse dépense énergétique. Du coup, le fait intéressant, c'est que ces araignées, elles mangent leur toile pour recycler la soie. Comme la soie, c'est essentiellement des protéines, elle est liquéfiée et quasiment réutilisée telle qu'elle. C'est-à-dire que l'araignée ne perd pas d'énergie à métaboliser et à resynthétiser ses protéines. Du moins, pas dans leur entièreté. Ça, c'est du recyclage. En les observant, ces toiles, on pourrait croire que ce sont des pièges passifs. Mais que nenni! Premier cas, certaines araignées décorent leur toile avec des structures soyeuses. Beaucoup d'hypothèses ont été formulées pour expliquer ces ornements. Certains pensaient que ces structures servaient à stabiliser la toile. Mais bof, elles se débrouillent aussi bien sans. D'autres pensaient qu'ils pouvaient servir d'avertisseurs aux animaux plus gros, pour éviter qu'ils détruisent ou endommagent la toile inopinément. Ouais. Ces décorations pourraient aussi servir à semer la confusion lors d'une attaque sur l'araignée, en perturbant les contours de sa silhouette. Pourquoi pas. D'autres hypothèses prennent en compte le fait que ces ornements rayonnent dans l'ultraviolet. Et alors, me direz-vous? Et alors ça change tout. Car si on connaît l'étendue du spectre visible chez l'humain, qui voit du violet au rouge, on sait également que la plupart des insectes perçoivent les ultraviolets, et que ces UV sont très largement employés par les fleurs. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne voyons donc qu'une partie des couleurs de ces champs d'organes sexuels qu'on appelle les fleurs. Les insectes, eux, associent les motifs ultraviolets au nectar des fleurs. On comprend donc assez bien l'intérêt que peut avoir une araignée à produire une toile qui, du point de vue des insectes, ressemble à une fleur. C'est dingue. Autre point de détail qui a été récemment découvert, c'est que ces toiles se déplacent vers leur proie. Les particules volantes ou les insectes volants, en frottant avec l'air, se chargent d'électricité statique, ce qui permet à la toile de se déplacer de quelques millimètres en direction de l'objet volant. Alors ça peut paraître négligeable comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Déjà parce que ça peut choper un insecte avant qu'il fasse demi-tour, s'il se rend compte au dernier moment qu'il y a une toile. Mais aussi parce que ça capte les particules en suspension dans l'air, comme le pollen et les spores de champignons, qu'on a vu au début. Et du coup, quand elles ingurgitent leur toile pour la recycler, elles mangent du pollen et des spores de champignons. C'est cool. Le vent, la température, l'humidité, ainsi que la taille, la préférence et la disponibilité des proies sont autant de facteurs qui vont permettre à l'araignée de modifier l'architecture de leur toile, qui modifie la taille générale de la toile ainsi que l'espacement entre les mailles. Les araignées ont donc une plasticité comportementale qui est fonction de leur expérience. D'ailleurs, plusieurs missions spatiales ont envoyé des orbitels en orbite. Ces araignées ont montré une très grande capacité d'adaptation concernant le tissage de leur toile en microgravité. On va terminer avec les araignées qui ne tissent pas de toile. On a par exemple les araignées loups, qui chassent à la course, elles traquent leur proie. Puis on a celles qui préfèrent pas trop se fatiguer et qui se planquent. Prenons l'exemple des araignées crabes qui pratiquent le mimétisme. Ces araignées se cachent dans la végétation et notamment sur les fleurs, point de rencontre évident avec leur proie. Le cas de Mizumena vassia est assez intéressant puisque cette araignée est capable de changer de couleur. Elle peut passer du blanc au jaune en plusieurs dizaines d'heures. Et encore une fois là, on comprend pas très bien comment elles font. En référence à ce qu'on a vu précédemment, certaines parties du corps de certaines araignées crabes réfléchissent les UV. Elle est donc à la fois cachée des regards prédateurs et à la fois bien visible et même attractive aux yeux de ses proies. Cette fois-ci, ce n'est plus la toile qui ressemble à une fleur, mais l'araignée elle-même. Le petit papillon attiré par la promesse d'un liquide sucré, il est bien déçu. Si les araignées peuvent se déguiser en fleurs, elles peuvent se déguiser en bien d'autres choses. D'ailleurs, petit jeu, je vous laisse deviner quel est cet animal. Bon, bien évidemment, c'est une vidéo sur les araignées, donc c'est une araignée. Tout d'abord, elle replie ses deux pattes de devant pour faire comme si elles avaient des antennes. Et enfin, sa morphologie est modifiée, il y a des cintrages pour faire semblant d'avoir trois parties du corps, comme un insecte, comme une fourmi. Elles peuvent imiter la morphologie, mais aussi le comportement et même la chimie. Alors les araignées peuvent être myrmécomorphes, c'est-à-dire ressembler à des fourmis. Elles peuvent être myrmécophages, c'est-à-dire manger des fourmis. Et elles peuvent être myrmécophiles, c'est-à-dire en gros traîner avec les fourmis. Elles peuvent être toutes les combinaisons de ces trois caractères. Du coup, la petite fourmi, elle pensait aller faire un bisou à ses copines, et puis elle est bien déçue, quoi. Et puis on a les araignées sauteuses, de véritables petites merveilles. On en trouve presque partout dans le monde, et de manière très subjective, elles ont grave la classe. Leur principal atout, c'est la vue. Si vous avez la chance d'en trouver une, vous pouvez la prendre, et vous amuser de la faire sauter d'une main à l'autre. Et vous verrez qu'avant chaque saut, elle va déposer un petit fil de sécurité. Mais récemment, les chercheurs ont découvert que ce fil est bien plus qu'un simple fil de sécurité. Il leur sert en fait à stabiliser leur vol, et ainsi obtenir une plus grande précision dans leur saut. Ce qui est loin d'être négligeable quand on veut attraper une proie. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I
Leur vision est si performante qu'elles peuvent discriminer les proies sur les seuls indices visuels. Voyez plutôt cette petite araignée qui habituellement se délecte de sang de vertébrés, indirectement en mangeant des moustiques, et notamment l'anophèle, vecteur du paludisme. Les études montrent que ces araignées vont toujours préférer un moustique même plus petit mais gorgé de sang, plutôt qu'un gros moustique vide de sang. On va terminer cet épisode avec les araignées qui chassent d'autres araignées, les aranéophages. Et quand un prédateur s'amuse à chasser un prédateur, le jeu peut vite devenir très dangereux. Et encore une fois, les stratégies ont fleuri au cours de l'évolution. Certaines de ces chasseuses disposent d'une cuticule renforcée, véritable armure qui les protège contre l'éventuelle morsure. D'autres restent à bonne distance. L'araignée pélican, grâce à sa morphologie, peut se permettre d'attaquer de très très loin. Une autre stratégie de distance, c'est le crachat de soie et de venin. Cette petite araignée d'ailleurs se délecte d'araignées sauteuses. Et justement, en parlant d'araignées sauteuses, comment ne pas évoquer la portia ? La portia est capable d'employer différentes stratégies en fonction de ses besoins et elle est surtout capable de changer de stratégie en cours de route. Elle peut chasser sur la toile de grosses araignées, façon ninja, profitant du souffle du vent pour camoufler sa progression. Elle peut aussi se poster au bord d'une toile et la faire vibrer tel un insecte pris au piège pour attirer sa proie. Et si jamais cela ne fonctionne pas, elle peut réviser sa tactique et tenter une autre approche. Tout ceci dénote de capacités cognitives étonnantes, surtout de la part d'un animal avec un si petit cerveau. Elle peut perdre le contact visuel avec son objectif, s'éloigner physiquement de son objectif, sans pour autant le perdre de vue ici. Et revenir avec une autre tactique, un autre angle d'approche au sens propre comme au figuré. En guise de conclusion, s'il fallait retenir quelque chose de ces deux épisodes, c'est que les autres animaux, même très différents de nous, ne sont pas moins capables de comportements extraordinaires. À l'heure actuelle, penser que ces animaux seraient seulement capables de comportements de l'ordre du réflexe, instinctif, en gros les réduire à de simples machines biologiques, serait une grossière erreur. La peur des araignées est très largement répandue, et pourtant elle n'a que très peu de fondement. Aucune araignée ne pond sous la peau, aucune araignée ne vous mord gratuitement, et aucune araignée ne vient se suicider dans votre bouche pendant votre sommeil. Si beaucoup d'animaux qui rencontrent les araignées finissent bien déçus, c'est loin d'être notre cas. En effet, ces petites bêtes sont parmi nos alliés les plus précieux. Elles sont à l'origine d'avancées aussi bien médicales que technologiques, mais surtout elles sont un formidable biorégulateur. En France, on estime qu'elles consomment près de 400 kg d'insectes par an et par hectare. C'est colossal. Voilà, on en a fini pour le moment avec les araignées, j'espère que ça vous a plu, j'espère que pour certains ça a changé le regard que vous portez sur elles, et puis j'espère que maintenant vous les aimez. Si c'est le cas, aimez aussi la vidéo, partagez, abonnez-vous. Ciao et à la prochaine. Bien sûr que la chasse, c'est un art. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais bon, pour nous, c'est la chasse. C'est un art.